La preview de la 5e étape du Tour Down Under. Je vous retrouve dans un endroit totalement inhabituel puisque je suis dans ma voiture pour la preview de cette 5e et dernière étape du Tour Down Under. Alors c'est le dernier format spécifique vidéo que je vous fais pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, je me présente, je m'appelle Vincent. Le Coup Tordu, c'est un podcast de vélo, un podcast de cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Vous nous retrouvez traditionnellement sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous avez l'audio des podcasts ici même sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Cette semaine, j'avais pas mon matériel de podcast avec moi. C'est pour ça que je vous ai fait toutes les previews en exclusivité ici même sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Alors juste avant d'attaquer la grande preview de cette 5e et dernière étape, donc voilà, le Coup Tordu va reprendre en mode normal la semaine prochaine et on aura un invité, ça sera mardi on sera le 27 janvier avec Florian Pigeon d'Eurosport. On avait attaqué la saison dernière dans le podcast avec Latib et avec Enzo, on avait reçu Louis-Pierre Frileux. Il y a 2 ans, c'était pour la 100e du Coup Tordu, on avait reçu Guillaume Di Grazia à qui on pense évidemment, voilà, je la connais pas personnellement mais une grosse pensée pour sa fille qui s'appelle Marine. Et donc là, on parlera de vélo avec Flo. Il va vous raconter un petit peu son parcours. On parlera de vélo, bien évidemment. Il va vous parler également de tout ce que Eurosport vous prépare pour cette année 2026. Donc on est vraiment pressé de retrouver Florian Pigeon avec nous dans le podcast Le Coup Tordu, épisode qui sera disponible, je pense, ce mardi 27 février dans le cours de la soirée. Alors avant d'attaquer cette preview et de vous donner mes pronostics pour cette dernière étape du Tour Down Under 2026, je rappelle des choses hyper importantes. Jouer avec excès comporte des risques. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je ne suis pas là pour encourager qui que ce soit à jouer. Vous pouvez faire des jeux de fantasy où on peut jouer totalement gratuitement. Sur Side Limit, il y a une partie gratuite. J'embrasse également les copains de Vélo Futé pour leur jeu L'échappée qui a repris pour une toute nouvelle année. Mais il y a plein de jeux de fantasy qui existent. On peut s'amuser de manière totalement gratuite. Moi, je suis là pour vous donner mon avis. Je peux me planter. Bon, pour l'instant, sur ce Tour Down Under, je me suis pas planté, mais je peux aussi vous raconter de la merde intersidérale, vous donner un scénario de course qui sera totalement opposé à ce qui va se passer. C'est arrivé des milliards de fois. Si vous remontez dans les épisodes du Coup Tordu, j'avais dit il y a quelques mois qu'il était complètement impossible que Simon Yates remporte le Giro. Donc, parfois, je peux raconter de la merde. Donc, voilà, je vous donne des arguments. Si ça vous plaît, vous y allez. Si ça vous plaît pas, vous n'y allez pas, bien évidemment. Bon, après avoir dit ça, quand même, sur ce Tour Down Under, pour l'instant, on a quand même plutôt bien croqué. Rappelez-vous qu'à la première étape, on avait passé le match-up de Tobias Land Andresen devant Danny Van Poppel. La cote, elle était à 2,19 et on avait envoyé une mise un petit peu plus conséquente que d'habitude. Le lendemain, sur l'étape Rennes, on a pris la victoire de Jevine à 9, qui était quand même monstrueusement mal coté par les bookmakers. Et on a un PLT en cours, PLT sur la victoire de Jevine. Pour ceux qui connaissent pas, PLT, ça veut dire Paris long terme, qu'on avait pris avant la course. Donc pour la victoire de Jevine au classement général à 6,50, même si c'est pas entièrement fait à la veille de cette dernière étape, on va dire que c'est quand même relativement bien parti. Alors on va se faire le parcours de cette dernière étape. Donc on est dans les rues d'Adélaïde en Australie. On a 168 km, on a quasiment 3000 mètres de dénivelé positif, 2900 mètres de dénivelé positif. Moi c'est ce qui m'intéresse parce que c'est vrai que quand on prend le parcours de cette étape, on a l'impression d'avoir un enchaînement de faux plats montants, ça monte, ça descend. Je sais pas si je vais réussir à finir cette vidéo dans le jour. Je vais peut-être allumer la lumière, peut-être que vous me verrez mieux. Hop, non mais le plafonnier est éteint. Bon, c'est pas très grave. Donc on va avoir une série de montées et descentes. Alors c'est des faux plats montants, ça monte, ça descend. C'est pas hyper pontu, il n'y a pas de gros pourcentage, mais pour moi, ce qui accentue la difficulté du parcours, c'est l'enchaînement de ces bosses à la répétition, la chaleur. Encore une fois, on va avoir plus de 33 degrés en Australie dans la nuit. La technicité du parcours et puis aussi le fait qu'il a fait très chaud, notamment l'étape de Willunga Hill qui a eu lieu la nuit dernière, qui a été rabotée, où les coureurs avaient plus de 43 degrés. Alors même si l'étape a été réduite, même si on a affaire à des grands champions, les coureurs sont en phase de reprise, c'est le début de saison, la plupart sortent de stages qui ont été quand même assez lourds et assez conséquents, même si certains coureurs sont venus sur ce Tour Down Under en faisant un objectif clair, net et précis. Il y a beaucoup de coureurs qui sont en phase de reprise, donc forcément tout ça, ça va obligatoirement peser dans les organismes.
Alors, les bookmakers voient plutôt un scénario sprint avec Matthew Brennan favori à 2,5. Après, on a du Ethan Vernon à 8. Moi, je suis pas forcément sur ce scénario. Ou alors, vraiment, si on a un sprint, ça sera pour moi un sprint très très réduit. Un sprint d'une trentaine, quarantaine de coureurs. Déjà, la première chose, c'est que sur ce Tour de Under, les sprinteurs ont quand même déjà bien croqué. Sur 4 étapes, on a eu 3 sprints. Derrière, on a quand même des sacrés gaziers qu'on fait le déplacement. Pour beaucoup, sont venus de notre vieille Europe, certains des États-Unis. Donc bref, il y en a beaucoup qui ont traversé la planète. Je pense pas qu'ils soient venus en Australie uniquement pour tirer des bouts droits ou pour ramasser les bidons. Même si pour beaucoup c'est leur métier, je pense qu'ils sont pas venus que pour ça. Donc sur un parcours où pour moi on peut tenter des moves, où il peut se passer des choses, j'ai du mal à imaginer les DS des équipes dire bon les gars, aujourd'hui on verrouille pour un sprint. Pour moi, on va attaquer d'entrée. Je pense que c'est ce qui va se passer. La deuxième chose, c'est que si vous prenez le classement général, bon pour Jay Vine, ça paraît quand même assez lock, même si attention, Jay sur un parcours technique, il est aussi complètement capable d'aller se foutre en l'air. Le truc, c'est qu'on a à peu près, une quinzaine de coureurs qui peuvent clairement viser le podium sur cette dernière étape. Donc je pense que même pour un mec qui est 15e au général, qui est à 12-13 secondes, c'est compliqué de lui dire dans le bus. Bon grand, tu vas pas jouer ta chance. Aujourd'hui, on va jouer pour notre sprinter qui va éventuellement tenter un fond de top 10. Ça, j'ai du mal à y croire. Donc pour moi, typiquement, on devrait avoir une course de mouvement, un truc qui ressemble un petit peu à la dernière étape du Tour de Catalogne qu'on voit dans les rues de Montjuïc chaque année et qui sera aussi l'un des points clés du début du Tour de France 2026. C'est-à-dire une course de mouvement qui va où ça va attaquer très très tôt et on va mettre les sprinteurs en difficulté. Alors, si j'avais quelques noms à vous sortir sur ce type d'étape ou alors vraiment un sprint réduit à 25-30 coureurs. Si j'ai quelques noms à vous donner, je vous donnerai Mauro Schmid, je vous donnerai Brady Gilmore de la NSN qui est très intéressant, Pierre Gautra également qui m'intéresse. Alors moi, au niveau des bêtes, au niveau de mon bête, je vais aller sur un truc un petit peu particulier et très souvent, il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il y a des bonnes ou des moins bonnes cotes pour jouer? Moi, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de bonnes ou il n'y a pas de mauvaises cotes. Il y a que des cotes qui sont values. Je le redis, je le répéterai jusqu'à ma mort, le seul jeu dans le betting, c'est de battre la cote. C'est-à-dire que vous estimez qu'une probabilité a 60% de chance de se produire. Le bookmaker estime que c'est 40% de chance. Si votre analyse est bonne, sur le long terme, vous battrez le bookmaker uniquement et seulement de cette manière. Je vous redonne un exemple précis. La victoire de Jay Vine c'était la deuxième étape de ce Tour de Under. Jay Vine, très clairement, la cote, elle était à 9. Si on fait 100 fois cette course, je pense qu'il la remporte 90 ou 95 fois. Je vois pas dans quel cas Jay Vine aurait pu être battu ce jour-là. Alors après, il avait peut-être de très très bonnes jambes, mais dans ces conditions météo à ce niveau de forme équivalent, Jay Vine, c'était quasiment sur cette étape. Je vais pas vous dire que c'était Pogacar, mais presque. On a vu Narvaez qui a eu beaucoup de mal à se tenir dans la roue. En plus, Jay, il était à domicile. Donc, la vraie cote de Jay Vine, c'était 1,20 ou 1,30. Donc, à partir de là, vous prenez une value monumentale. Et moi, c'est peut-être mon erreur, c'est que je suis parti sur une mise à 0,18. Alors, ça fait un beau petit billet à la fin. Bon, j'ai misé 18 balles. 18 x 9, vous faites les calculs, ça fait 162 €. Mais la réalité, c'est que si vraiment je m'étais écouté, j'aurais mis 0,30 ou 0,40. Là, ça aurait fait encore plus. Donc, faut aussi savoir bien ajuster sa mise, c'est aussi une des clés pour battre les bookmakers. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise cote. Des fois il y a des cotes à 100 qui sont très très bonnes. Parfois il y a des cotes à 1,15 qui sont très très bonnes. Sur le dernier Tour de Lombardie, je vous avais donné Tadej Pogacar à 1,14. Bah oui, le Tour de Lombardie, si on le fait 1000 fois, il remporte 997 fois. Donc la vraie cote c'est 1,02, 1,03. Donc Tadej value sur le Tour de Lombardie à 1,14. Oui, clairement c'était value. Donc là je vais partir sur une petite cote. Vous l'avez compris, je vais partir sur Matthew Brennan ne gagne pas. Alors Matthew Brennan, c'est vrai qu'il a failli remporter la première étape. Derrière, on l'a vu en difficulté. Je pense qu'il n'est pas à 100%. On a peut-être un tel aussi sur Matthew Brennan, peut-être qu'il a du mal dans la chaleur. Je dis bien peut-être, ça sera vraiment à confirmer par la suite, mais il n'est pas
peut-être pas très à l'aise, c'est un Britannique, hein, il est peut-être pas encore très à l'aise sous la grosse chaleur, et on a un Brennan qui est peut-être à 80%, et surtout on a une équipe Visma, c'est des jeunes, ils débutent pour la plupart, ils sont pas encore prêts, même si un mec comme Pipo Fiorelli qui a de l'expérience, c'est pas la grande Visma, hein, on est plutôt sur l'équipe B', voire l'équipe C. On voit clairement, c'est ce qu'a dit Michael Morkov sur le site de la Visma, c'est que pour l'instant ils ont énormément de mal à placer Mathieu Brennan, donc ça veut dire que dans le placement il perd énormément de jus, il perd énormément de gomme. Et là, l'étape que vous allez avoir dans cette nuit de samedi à dimanche, ça va être que ça, montée, descente, placement, replacement. Et en gros, si on a un sprint à 30-35 coureurs, bon, ça reste quand même le scénario que je privilégie. Le mec, c'est un gars qui va être hyper bien protégé par son équipe. Il va, on va dire, faire un travail de placement. Les gars vont vraiment le suivre, l'amener pour ce dernier sprint, et ça va se disputer à la fraîcheur. Donc, Brennan, pour moi, pour gagner dans ce genre de configuration avec l'équipe qu'il a, faudrait du très grand Brennan. Alors encore une fois, je vous le dis, il va peut-être gagner. Hein. Il va peut-être gagner, mais moi, allez, vraiment, si je tire au bas du bas, je dirais que dans 85% des cas, il ne gagne pas cette course. Je dirais peut-être même plus, si je m'écoutais, je dirais 90-95%. J'ai pas non plus envie d'aller mettre une mise abyssale sur une cote à 1,35, mais voilà, pour moi, il a 15% de chance de l'emporter. 85% de chances de ne pas gagner. Donc à partir de là, une cote, un field de Mathieu Brennan ne gagne pas à 1,35. Pour moi, c'est complètement value. Voilà, pour moi, c'est complètement value. Donc, je serai sur 0,4% de bankroll, c'est-à-dire 40 € sur une bankroll à 10 000 €, 20 € sur une bankroll à 5 000 €, 5 € sur une bankroll à 2 500 €. Et pour ceux qui veulent comprendre un petit peu la gestion de bankroll, je vous rappelle que ici même sur cette chaîne YouTube, je vous ai fait une vidéo, un petit guide pour bien parier sur le cyclisme en 2026. Vous remontez un petit peu les épisodes, vous allez trouver ça. Et pour ceux qui sont dans le betting depuis un petit moment, ça permet également de revisiter un petit peu les bases. Et pour ceux qui ont envie de s'y remettre, ça permet également de remettre quelques bases. Donc je terminerai là-dessus. Donc sur voilà, Mathieu Brennan ne gagne pas, 0,4% de bankroll. Voilà pour ce coup tordu. Et si vous avez d'autres coups tordus, alors n'hésitez pas à venir en privé, me dire simplement ce que vous en pensez. Si vous avez envie qu'on débatte de ça tous ensemble, il n'y a aucun souci. Allez, très vite les amis, on se retrouve très bientôt.